Ambroise Monod, bonjour. Alors, vous êtes le fils de Théodore. Oui, mais c'est pas de ma faute. Oui, faut mettre les choses dans l'ordre, Oui. parce qu'avec la postmodernité, on aurait pu dire que c'était l'inverse. Mais Dieu merci, on est encore dans des gens ayant quelques cohérences. Alors, on va commencer par là. Fils de Théodore Monod, est-ce que c'est pas écrasant d'être le fils de quelqu'un Non, alors ce qui est surtout vrai, c'est que je l'ai rencontré pour la première fois en 1938 Oui, et on ne s'est jamais quitté, et encore maintenant. Donc je vis avec, si je puis oui, dire. Mais lui vivait pas trop avec nous, je parle de ma famille, ou ouais, avec moi. C'était un homme très autocentré, oui, occupé par ses passions, oui. que ce soit scientifique, que ce soit théologique, que ce soit dans d'autres domaines, et qui donc était souvent absent. Hmm. Voilà. Donc on n'a jamais souffert de la présence d'un commandeur dans la Oui, famille. oui, voilà. Voilà. Il n'y a pas du tout été de cette omniprésence qui vous ferait craindre d'avoir à le représenter, d'avoir à en parler. Non, c'était pas du tout comme ça. On a été juxtaposés. Alors, est-ce qu'il vous a emmené dans son désert de temps en temps quand même pour vous montrer ce qu'il admirait? Alors, comme je viens de le dire, il s'occupait principalement de lui et Oui, plutôt pas de sa famille, d'accord, qui était plutôt de l'ordre de l'encombrement, oui, sauf ses parents, d'accord. son père et sa mère. Et donc, Vos grands-parents donc. mes grands-parents. Et donc, absolument. Et donc, il a quand même, une fois, proposé que je l'accompagne. Hmm, Mais j'avais déjà une vingtaine d'années sûrement, ou un peu plus même. Ben non, mais même plus. ouais, Oh, bien plus. Il ne nous a jamais proposé, enfant, oui, d'aller le suivre dans le désert. On serait peut-être en ce moment chamelier ou guide. oui, voilà, Mais pas méhariste. du tout. Oui. Ou méhariste, oui. Mais non, jamais il ne s'est encombré. Pour lui, la traversée du désert, c'est 5 chameaux et 2 Mauritaniens avec lui. Et une réserve d'eau, Oui, quand même un peu pour le cas où. un peu de thé, tout ça. Oui, des histoire de- dates, comme dirait Souchon, une Voilà, petite timbale en aluminium. voilà. On s'encombre pas, quoi. Voilà, oui, oui, absolument, oui. Et pour lui, cette frugalité rencontrée auprès des morts et la vie qui s'impose dans les Oui. zones arides, il l'a transmise à la maison. Hein, c'était frugal, toujours. Ça a toujours été frugal. Alors, C'est-à-dire l'essentiel d'abord, hein, oui. c'est-à-dire la Bible, le travail, Mhm. et puis c'est tout. Ce qu'on appelle la diversion, pour lui c'était un peu pascalien, ça voulait dire le détour Mhm. pour éviter les questions sérieuses et les occupations sérieuses aussi. Alors, justement, qu'est-ce qu'on va rencontrer dans le désert, à part comme il était naturaliste, il récupérait des pierres, des bestioles, etc. Est-ce qu'on va se rencontrer soi-même, comme disait T.H. Lawrence, le fameux Lawrence d'Arabie, ou on va y rencontrer Dieu? Et est-ce qu'il y est toujours? Quelqu'un, je vais aller lui demander un truc. Non, alors, qu'est-ce que Théodore rencontrait? Il lui fallait toujours socialement légitimer ses départs. Donc c'était toujours une mission scientifique. D'accord. Cette mission scientifique portait sur la botanique et tout, mais surtout la reconnaissance de la géologie saharienne, où il a fait d'énormes travaux et tout ça. Mais au fond de lui, si on ne reste pas à cette surface, au fond de lui, il avait un appétit de solitude. C'était un solitaire de toute façon dans la vie. Il aimait méditer, il aimait le silence et la solitude. Et comme il le disait lui-même, le désert n'en manque pas. Donc c'est moins pour chercher Dieu que pour se chercher soi-même et être en harmonie avec son biotope personnel, qui était si possible voir personne, si possible lire tout et à tout apprendre. Un point c'est tout. Alors, du coup, la transmission père-fils, elle a eu lieu? Vous avez lu ses livres? La- alors la transmission au père-fils, elle est plutôt remarquable du côté de son père. Oui. Wilfred Monod, Théodore Monod. Oui. Théodore Monod a beaucoup vécu, je le redirai ce soir, du mimétisme de son père. Il a copié, il a été dans une admiration énorme. Pour ce qui est de la transmission père-fils, non, les génies sautent les générations, et même plusieurs. Moi qui suis grand-père, je peux vous le dire. D'accord. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est
qu'il nous a laissé faire ce qu'on voulait. Il ne s'est pas occupé de nous, ni des études. Donc c'est éducation façon Rousseau, Donc, l'Émile. éducation façon ma mère, Oui, ah, quand même. qui était enfin vraiment le cœur de cette famille, et qui a su, c'est ça que j'admire le plus en elle, par sa tendresse, c'est qu'elle a su légitimer l'absence. C'est-à-dire que mon père partait à peu près 6 mois par an, en gros. Et quelquefois dans des traversées où il n'y avait pas des outils de communication du tout. Donc on restait 6 mois sans nouvelles, par exemple. Ça se pouvait. Mais à y réfléchir avec ma sœur et mon frère, on se dit qu'au fond, ce père était particulièrement là, toujours. Sans doute que ma mère nous en parlait. Mais lui, il ne disait pas où il allait. Il ne réunissait pas ses enfants pour montrer une carte du désert, pour dire je vais là, etc. Non, il nous rapportait des cordes de chameau pour qu'on voit que ça existe et pour nous raconter l'histoire des grandes caravanes. Mais est-ce que vous discutiez quand même ensemble dans les 6 mois? Parce qu'il reste quand même 6 mois, donc... Ah non, mais alors, c'est moi, je vais vous dire comment ça commence. Bon, à 7h, il faut qu'on se lève. Bon. À 7h30, il s'en va. Oui. À 8h, il est au bureau. À 12h30, il est de retour. À 13h, on a fini de déjeuner. Ouais. À 13h, il lit un livre à ma mère. Oui. Donc on ne peut pas parler. Hein. Oui. Il lit à haute voix un texte à ma mère. C'est quelquefois des livres qui l'intéressaient sans doute. Qui l'intéresse sous-entendu. Sous-entendu, c'est-à-dire des livres souvent du Moyen-Âge, de l'époque de la Réforme, par exemple. Oui. Et puis, il repartait au bureau, il était à 2h. Il sortait du bureau à 7h pour être à 7h30 à la maison en marchant et en lisant. Parce qu'il marchait et lisait en même temps. On dînait à 7h30. À 8h, on débarrassait la table pour qu'il travaille jusqu'à 22h. Culte de famille et au lit. C'était le rituel, c'est une vie très ritualisée. Il avait une vie, c'est un moine Théodore, c'était un homme de rigueur et de règles. Voilà, de règles. Il a inventé un ordre monacal. Ah mon Dieu. Oui, Ordo Vigilentium, l'ordre de la vigilance. Mais il a été le seul moine, donc ça n'a pas tenu. Ah, d'accord. Mais il a inventé, je le redirai ce soir, le tiers ordre protestant des veilleurs. Qui existe toujours, qui vit dans plusieurs pays dans le monde. Ah, il y a plus d'un mois, là, pour le coup. Ah non, mais les frères veilleurs, c'est un tiers ordre, hein, c'est-à-dire c'est donc des laïcs qui veulent... C'est séculier. Oui, qui veulent un peu ritualiser leur foi, en ayant quelques obligations, par exemple de dire les béatitudes à midi tous les jours, de se réunir de temps en temps. Mais c'est pas très lourd, mais c'est on ne fait pas matine, etc. Non, c'est pas comme ça. Mais c'est quand même Théodore qui a écrit le cérémonial des veilleurs, qui a écrit le livre de prière des veilleurs, et tout ça au Cameroun en 1923. Donc, chez lui, la foi protestante n'était pas un vain mot, parce que moi je suis catholique, parce que j'étais baptisé, après on m'a mis... Ça, c'est pas grave, ça. Voilà. Ouais. Je suis pareil de l'autre côté, de toute manière. Oui, c'était une application de tous les jours. Prière, lecture, il s'y appliquait et... Oui, voilà. Sûr, mais ça ne prend pas beaucoup de temps. Simplement, il faut que ce soit très régulier pour faire sans doute de l'effet. Et puis aussi pour qu'on soit en harmonie avec sa conscience. Il avait fait ce pari. Les jeunes de Théodore Monod, tous les vendredis depuis la guerre d'Algérie, il n'a jamais sauté un vendredi sans jeûner. C'est comme ça. C'était un homme de rigueur qui se dotait pour lui. Hein, il n'a jamais imposé tout ça. Oui, voilà. Jamais. Sauf le culte de famille, si on fait partie de la famille et qu'on est là, on y va. Oui. Mais c'était pas... ça n'a pas été vécu jamais comme une obligation coercitive. Mais vous-même, vous fûtes pasteur, d'après mon dossier. Pourquoi fûtes ? Ah, vous y êtes toujours. Mais on ne peut pas ne pas l'être, je veux dire. Ah, je ne sais pas. Je suis théologien. Un pasteur, c'est pas un curé, c'est pas un prêtre. C'est quelqu'un qui a fait des études pour pouvoir tenir une place enseignante dans une communauté qui s'interroge sur la Bible, sur la foi, sur toutes ces questions-là. Non, moi je suis toujours au sens où je continue à m'intéresser à la théologie.
faire des cultes, etc. Comme tout le monde d'ailleurs, hein, dans le protestantisme. Oui. Tout le monde, le sacerdoce est universel, absolument. Oui. Voilà. Non mais moi je suis plutôt théologien et artiste. Voilà. D'accord. Vous êtes venu en somme pour déboulonner la statue, si je comprends bien. Non, parce que... Non, mais au contraire, je réfléchis au mythe qui existe autour de Tessia. Parce que c'est très intéressant. Vous le rendez humain finalement. Ben, oui, Enfin, j'en dirai plus ce soir, mais je voudrais révéler un certain nombre de choses qui sont à la fois banales, mais qu'on n'imaginerait pas auprès de l'image qu'on s'en fait. Effectivement, Oui. c'est très intéressant. Et c'est dommage parce qu'il était comme tout le monde aussi, Oui, bien sûr. Sauf qu'il avait une discipline, une santé, Oui. voilà, une capacité intellectuelle énorme. Donc voilà, tout ça, il avait des avantages dès le départ qui étaient... Il n'y a pas de justice, quoi, je veux dire. Oui. Non, mais il a exploité son talent aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent comme ça avec Écoutez, c'est pas tout une à sorte fait- de prédestination, si je puis dire. Non, ce qui s'est passé très précisément, c'est que Théodore a fait beaucoup d'études de toutes sortes de disciplines des sciences naturelles, et c'est en 88, Mmh. 88, ma mère est morte en 80, et en 88, il va au Sahara avec un cinéaste, Karel Prokop, Mmh. qui sort un film, Le vieil homme et le désert. Mmh. Et à partir de ce moment-là, révélé par l'émission Océanique sur France 3, on voit un érudit encyclopédique qui a 84 ans, qui court dans le désert, qui sait parler des langues, qui connaît tout. Et alors l'émerveillement a fait le reste. Et il est connu et célèbre à partir de ce moment-là, ce qui lui a permis, comme vous dites, d'exploiter cette conjoncture occasionnelle, puisqu'il commence à 85 ans, il ne va pas aller non plus loin, mais pour faire valoir ses convictions. Donc il s'est beaucoup sauvé des journalistes pour faire valoir des convictions, pour faire savoir ce qu'il croyait sur la tauromachie, sur le tabac et l'alcool, sur la non-violence, sur le Paris-Dakar, sur tout ça. Il s'en est chaque fois servi, donc ça lui a bien plu d'être médiatisé comme il l'a été. Je me souviens de Chouraki et lui en train de discuter de la Bible. Apostrophe. C'était passionnant. Ah ben, c'est passionnant. C'est vrai que... Mais vraiment, il n'y aurait pas eu ce regard de caméra porté en zoom sur la récapitulation d'un destin, parce qu'à 85 ans, on a déjà... On a médiatisé un destin exceptionnel. Et alors, comme il était très pluriel et singulier, il y a pu y avoir des tas d'émissions, des livres, tout ça. Et on a repris les livres qu'il avait écrits. En 1937, il écrit Méharé, Exploration du vrai Sahara. Il écrit ce petit livre qui est absolument étonnant, et puis qui s'est vendu un peu aux éditions Je Sers, rien. Et puis 88, 89, 90, Actes Sud s'empare des anciens livres et sort des collections sur Théodore Monod. C'est un extraterrestre, tel qu'il est apparu à la télévision. C'est quelqu'un qui oui. d'un autre monde. C'est pour ça qu'il nous a... Oui, c'est ça. Et puis on avait encore la curiosité, parce que on nous sortirait un autre Théodore Monod maintenant, à moins qu'il ait une poitrine énorme, je pense pas qu'on s'y intéresse. Oui, très bien ce que vous voulez dire. Voilà. On cherche quand même des gens qui nous ouvrent les horizons. Quand même. Là, c'est une question générationnelle. C'est-à-dire que là, en dessous de 30 ans, je pense que l'intérêt n'est plus le même. Oui, c'est vrai ça. Alors, c'est pour ça qu'on peut aussi dire qu'on meurt deux fois. Il est mort en l'an 2000 et il sera mort quand je l'aurai oublié. Aussi. Et après, il sera oublié. Et dit oui, voilà. Non, forcément. Non, mais c'est normal aussi. C'est normal aussi. Sauf les grands auteurs, Shakespeare, bien sûr. Non, je pense qu'on se souviendra un peu plus que Paul Louis-Sulitzer, quand même. Non, on s'en souviendra parce que cet édifice s'appelle Théodore Monod, parce qu'il y a des lycées Théodore Monod, des écoles Théodore Monod, des parcs, des squares, des avenues, bon, pourquoi pas. Mais c'est la suite de la révélation de son histoire, de son destin, au grand jour d'une télévision. Lui, il est né, il a fait ses études à Ville, forcément. Il est né en 1902. Il a fait ses études d'abord à Lampaville. Et puis on avait les douches d'eau froide. C'est bien, ça venait d'un extraterrestre. Oui, pour nous maintenant, ça serait être vraiment un autre monde. Non, je pense que c'est l'inverse, il faut mettre les choses dans l'autre. C'est nous qui sommes des extraterrestres pour lui, parce qu'on a des comportements, et encore, moi, je pense quand je dis nous, on se tient encore. Je dirais plutôt que lui était extra et que nous sommes terrestres. Oui, le chaînon manquant. Voilà.
Les francs-maçons disent c'est l'homme, c'est nous. Enfin, bon, Ils en disent des choses. oui, faut bien s'occuper pendant les tenues. Hein. Donc, pour revenir à ça, justement, la médiatisation maintenant, qu'est-ce qui reste de tout ça? Parce que là, c'est vraiment un cercle très particulier, même si je sais que le temple sera ouvert à d'autres personnes que les protestants eux-mêmes. Comme d'habitude. Est-ce que la publicité a été faite à l'extérieur? Il y aura plus de gens C'est pas un problème de nombre. Quand Théodore empêche le Paris-Dakar à 4 h du matin de passer Porte d'Orléans à Paris, il est avec René Dumont, qui était un agronome. Et ils sont que deux devant le vacarme et le fracas des bolides. Bon. Quand il revient à la maison, je lui demande, alors vous étiez nombreux? Il disait non, on était deux. Ah bon? Il dit oui, mais à Ninive, il y avait un sage. Ah oui, c'est vrai. Et ça te décourage pas? Et non, parce que on ne pourra pas dire que personne ne s'est opposé à cette course effrayante qui traverse le Sahara à 160 à l'heure. On ne pourra pas l'écrire. Parce qu'elle était là, c'est tout. Et donc les actions symboliques, il était de ce point de vue-là un peu prophétique, hein, c'est des actions symboliques qui lui paraissaient très importantes. Elles ne sont pas symboliques. Maintenant, on fait la médiatisation, on compte les likes, auditeurs, etc. Oui. Si on est 3 tout à l'heure, ça n'a aucune espèce d'importance, ni pour moi, ni pour sa mémoire. Pas du tout. Ça peut être très intéressant. Ça n'est pas... Ah, si je suis tout seul, je repars. Oui. Non, mais déjà, il y a 3 personnes, 4 là. On a déjà gagné, si je puis dire. Mais justement, est-ce que c'est pas une antithèse de ce qu'il incarne dans l'imaginaire collectif pour ceux qui s'en souviennent? Parce que là encore, après la chute du mur, on était vraiment dans la société du spectacle. Oui, on y est toujours. Encore plus, hein. Encore plus, hein. En 68, on a quand même pas réussi cet aspect-là des choses. Mais je crois qu'en effet, il est utopique, Théodore. Mais comme il disait lui-même, utopique, ça ne veut pas dire impossible du tout. Ça ne veut pas du tout dire qui n'a pas de lieu. C'est qui n'a pas de lieu encore. Voilà. Qui n'a pas de lieu encore. C'est bien de le rappeler pour ceux qui croient encore au marxisme-léninisme. Absolument. oui, mais non, mais c'est vrai. Donc c'est en cela, au fond, qu'il était à la fois prospectif et quelqu'un qui a apporté une grande espérance sur l'hypothèse que l'espèce humaine a encore des chances, et vers la fin de sa vie, il en a largement douté. Oui. Largement douté. On l'a aidé quand même. Alors, oui, mais tout le monde l'aide de ce point de vue-là. Et donc son opinion, c'est que c'est pas l'espèce humaine qui importe, c'est la vie. Et donc la vie de quiconque, la vie des êtres. Oui, le zone, comme on dit en grec. Le vivant. Et ceux qui ont une chance de prendre le relais de l'espèce, c'est sans doute les poulpes. D'accord. Il leur faut à peu près 200 millions d'années pour sortir de l'eau. Oui, donc si on ne tue pas la planète d'ici là, ils ont leur chance. Voilà, et comme ils ont beaucoup de bras... Ils sont déjà assez intelligents. Il paraît que c'est l'espèce la plus intelligente, incroyable, et un système, non mais surtout un système nerveux, il sait le faire aussi, système nerveux très développé. Oui. Voilà. Bon, c'est peut-être une boutade, mais ça veut dire quand même que les espèces ont su disparaître. Il y en a qui sont disparus. Les hommes peut-être creusent leur tombe, ils peuvent disparaître. On ne va pas porter le deuil. La vie continue. On ne va pas porter le deuil. Alors déjà, il ne faudrait pas qu'ils emportent la planète dans leur tempête, petit A. Et Deuxio, porter le deuil, enfin, je sais que je suis assez ethnocentré, mais ça m'emmerderait quand même un peu. Alors, Théodore est né à Rouen. Est-ce que ça veut dire que vous êtes normands tous, autant que vous êtes? Ah non, moi je suis principalement sénégalais. D'accord. D'ailleurs, oui, albinos, c'est pour ça que ça se voit moins, mais... Non, il est né à Rouen par hasard. Oui. Il est né en 1902 et il est parti en 1907. D'accord. Parce que son père était pasteur à Rouen après avoir été pasteur à Condé-sur-Noireau dans le pays du Calvados, où il a rencontré la classe prolétarienne, l'alcoolisme et le travail forcé, en gros.
Donc c'est pour ça qu'il est devenu, son père, un grand théologien du christianisme social. Donc c'est aussi, par la suite. D'accord. Oui, parce que, comme dirait Max Weber, le protestantisme est un peu aux sources du capitalisme. On pourrait vous en vouloir. On ne peut pas nous en vouloir quand on s'évertue chaque fois à faire la différence entre la France et l'Allemagne. Vous écoutez les radios. Mais en Allemagne, c'est comme ça. En Allemagne, mais en Allemagne, on est protestant et luthérien. Eh bien, c'est normal que les syndicats, il y a 65% de personnes syndiquées. Les syndicats sont à la table de la direction pour parler. Les négociations se passent. L'apprentissage se fait dès le jeune âge, etc. Et nous, on est dans un retard, mais nous, on n'est pas protestants. Oui, non, vous voulez dire que non, c'est pas parce que vous seriez plutôt calviniste. Non, c'est pas une question de Calvin et de non, parce qu'il y a un Picard, un Allemand, donc c'est pas pareil. Numériquement, on est catholique. Oui, voilà, non, c'est ce que j'avais bien compris. Je sentais un peu la petite pointe comme ça pour masticoter. Encore que moi, c'est après la sieste, je suis moins catholique que quand j'y vais. C'est des problèmes de culture. Oui. On ne peut pas transposer l'esprit allemand dans l'esprit français chez les Espagnols. C'est la problème de culture, c'est normal d'ailleurs. Oui, et puis ça a donné des choses intéressantes un peu partout. Mais naturellement. Et puis la différence, c'est que... Ne serait-ce qu'en peinture. Aussi. Entre hollandais et espagnol. Naturellement. Donc, justement, alors... c'est intéressant justement de parler de protestantisme social vu que Max Weber nous a dit que finalement le protestant était plutôt intéressé par l'argent vu qu'il est créateur du capitalisme. C'est quoi justement un protestantisme social? Comment ça se structure? Ça, c'est le christianisme qui devrait l'être. Ah bah oui, non, il l'est ipso facto. Le problème, c'est d'arriver à un christianisme social et à un socialisme chrétien. D'accord. C'est donc qu'il y ait un esprit de... Qu'est-ce qu'il faudrait dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je pense, ni prêcher, ni annoncer l'évangile sans vérifier que sa parole s'incarne. L'incarnation, c'est très important. C'est que la parole s'incarne dans les gestes. Voilà. Et l'esprit de fraternité, de sacerdoce universel, d'amour qui est porté par le christianisme, il faut qu'il puisse s'incarner dans les situations qui sont celles de nos contemporains, qui que ce soit, dans des situations dites sociales et politiques. Donc il y a une espèce d'évangile séculier, ipso facto. Oui, bien sûr. Oui. Moi, je suis sûr de ça, oui. Il n'y a rien de pire qu'une religion. Le plus intéressant, c'est la foi. C'est pas la religion. Oui, vous différencez bien religion, foi et spiritualité. Ouais, oui. Ça, c'est important parce que... c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la foi, c'est comme les grandes idées, que ce soit l'Europe, que ce soit l'ONU, que ce soit etc., la FAO, les grandes idées qui sont fraternelles, généreuses, etc. C'est magnifique. Et sans doute même la Croix-Rouge. C'est magnifique. Bon. Il y a quelqu'un un peu charismatique qui porte cette idée-là. Mais pour que cette idée prenne racine, il faut l'incarner. Il faut qu'elle entre dans la vie des hommes, quotidienne. Donc dans l'institution. Or, l'institution, c'est un président, un secrétaire général, des moyens financiers, des camions, des routes, et l'idée s'enlise. De sorte que, c'est vrai qu'on peut le dire du christianisme, ça n'a pas réussi, c'est pas... La foi peut porter les montagnes, mais pas la religion. La religion, c'est la foi incarnée. Et quand elle est incarnée, il y a un conseil presbytéral qui se dispute, il y a un pasteur qu'on ne veut pas, il y a un type qui te bouffe la tronche, voilà, on vit, quoi, on vit. C'est bien, c'est très très bien tout ça. Mais ça tue les élans, ça tue les dynamismes, ça tue je trouve, les grandes pensées. Il y en a quelques-unes qui s'incarnent sans doute pas du tout. C'est l'espérance. L'espérance, ça demeure comme quelque chose de porteur, mais qui n'a pas son bureau. Il n'y a pas un drapeau de l'espérance, il n'y a pas un bureau, un directeur. Voilà. On ne cotise pas. Le bonheur non plus. Comment? Le bonheur non plus. Le bonheur non plus. Oui, par exemple. Oui, par exemple. Du coup, la laïcité, c'est un truc, on en discute en ce moment, ça avait l'air très tranché en 1905, et puis maintenant, je sais pas, ça a l'air d'être un truc un peu lourd, non? Enfin, je sais pas.
Oui, je me demande même pourquoi on en parle. Parce qu'en fait, mais oui, mais parce que la laïcité, c'est la vie quotidienne, c'est l'autre, à prendre comme il est d'ailleurs. Oui. Et puis, même s'il est chiant et que... Ah, il y en a des chiants. Non, parce que par exemple, mon chat, je l'adore, mais des fois il est lourd, quoi. Oui. Oh là, avec un chat, on peut s'en sortir avec des croquettes. Avec, les tâches tables. Avec un voisin possible, c'est plus compliqué. Il faut plus de croquettes. Il faut plus de négociations. Donc voilà, parce que là, on nous parle de vivre ensemble au moment où justement c'est moins évident. Mais en fait, ça serait bien qu'on vive ensemble. Parce que là, j'avais une machette, je m'étais dit, tiens, je vais lui en mettre un coup dans la gueule. Ben, on pourrait discuter. C'est ça la tendance maintenant, c'est le vivre ensemble. C'est quoi le vivre ensemble ou faire société? Qu'est-ce que vous préférez des deux, Ambroise? Ben, moi, je ne m'attarderai sur aucun, mais vivre ensemble, ça veut dire être ensemble. Oui. Et on peut le prendre en deux acceptions. Être ensemble, c'est ouvrir cette porte et voir qui est là. Voilà, puis essayer d'être en relation, en dialogue, en rapport avec ces gens-là. Et être ensemble, c'est aussi une perspective. C'est un idéal, c'est un but. Et oui, on peut pas... C'est comme une copropriété, vous n'êtes pas choisi. Non, sinon... Sinon, on n'y serait pas là. Voilà. Et il faut vivre ensemble. C'est une obligation. D'ailleurs, même les capitalistes, ils vivent avec les autres puisqu'ils vendent tout. Oui, voilà. On a besoin des autres. Ben, ne serait-ce que pour les parasiter. Mais il y a du vivre ensemble entre la tique et le chien. Bien sûr. Mais dans le monde animal, c'est beaucoup plus vite résolu. Oui, voilà. C'est pas le pique-bœuf qui est sur le rhinocéros. Il y a une complémentarité des deux, il y a du gagnant-gagnant, comme dirait Ségolène Royal. Hein. Donc, alors, ce soir, il y a une conférence qui sera sur Théodore, mais pas que, ou... Il y en a qui sera même un peu particulière, parce que, si on n'a pas changé les appellations, on m'a demandé d'évoquer l'itinéraire spirituel. D'accord. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Quand on parle de Théodore, le scientifique. Oui, alors le scientifique, on peut décliner toutes ses spécialités. On peut à chaque spécialité accrocher une évocation ou un exemple. On peut montrer des films où on voit un vieux qui court dans le sable. Ouais, c'est bien ça aussi. Tout ça. Mais cet homme-là est dans sa diversité d'action. Il était porté par une recherche permanente et intérieure, je dirais même peut-être intime, qui l'a structuré, qui l'a formé, et qui le fait parcourir, c'est ça qui est intéressant, comme c'était en plus un nomade, qui lui fait parcourir, je dirais, la croyance ou la spiritualité qu'il habite, par une espèce de cheminot qui est chronologique, parce qu'on commence par naître et on finit par mourir, mais qui n'a pas de sens chronologique. Parce que ces étapes d'un cursus spirituel, c'est pas une étape qui efface l'autre, c'est plutôt une accumulation, une réinterprétation, une augmentation. Voilà. Donc quand il parle du piétisme de son enfance, il va passer par le christianisme social, évidemment, le protestantisme libéral et les théologies dites évolutives, qui intègrent la culture, et puis il va mourir unitarien. D'accord. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'à chaque étape, il y a des choses à glaner. Et surtout, tous ces biographes ne travaillent pas comme ça. On met en avant ses capacités intellectuelles, on met en avant ses poèmes, ses textes, ses photos, les photogéniques, etc. Ouais, voilà, ce côté baroudeur, c'est un peu Bob Moran dans la chanson d'Indochine, quoi, finalement. C'est l'aventurier. Il ne dirait pas ça. Pas aventurier. Non. Il n'est pas aventurier. Non, parce que c'était pas l'aventure, genre... Mais l'appellation chercheur, c'est la plus belle qu'on puisse trouver. Puis c'est valable pour pas mal de choses en même temps. Et ça surtout, il a beaucoup cherché, quelquefois avec des objectifs précis, et il a souvent pas trouvé. Et il a toujours été dans une excitation maximum de n'avoir pas trouvé. Il aimait les énigmes non résolues. Parce qu'à résoudre les choses, on stagne. À en chercher les réponses, on avance. Alors ça c'est bien de le dire et de le répéter, parce qu'on pousse le chercheur à plus faire la science dure, mais d'avoir des applications directes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les chercheurs, ils
trouve. Oui. Mais il passe par des moments d'erreur, des moments où il ne trouve pas, des moments un peu pénibles, difficiles, etc. Mais que la recherche aboutisse, c'est fait pour ça. Hein, Ce que je veux dire, c'est que l'élan d'un chercheur, ce n'est pas de penser qu'il va trouver ce qu'il cherche. C'est de penser qu'il est dans un dynamisme personnel qui le lance vers le futur. Le plus important, c'est le chemin, c'est pas l'objectif. Absolument. Alors, tout à fait d'accord. Ambroise, qu'est-ce que je vous ai pas demandé qui serait temps que je vous demande avant de clore cette interview, qui serait urgent de dire, que nous n'eussions pas évoqué dans cette espèce de dialogue que nous eûmes tantôt? Ou est-ce que ça vous semble complet? Encore que si Dieu est infini, oui. Ça ne peut pas être complet. Voilà. Je crois qu'il faut juste dire qu'on est content de se voir. Oui. Et que la prochaine fois qu'on se retrouve, voilà. on reprend là où on l'a laissé. Absolument. Ambroise Monod, merci. Merci à vous.